Alors bonjour à tous, merci d'être tous présents. Nathan et moi, on est ravis de tous vous accueillir pour cette collab, ce meet-up Starknet France et Ethereum France. Donc c'est une petite collab de deux écosystèmes qui s'apprécient bien et qui se connaissent bien depuis un petit moment. Donc ça va être c'est très chouette de tous vous revoir. On est pas mal pour cette rentrée. Donc ça va être chouette. Donc le thème d'aujourd'hui, c'est l'Ethereum Alignment des ZK Rollup, qu'elles soient EVM ou non-EVM, et en particulier Cairo, vu que c'est notre langage de programmation qui n'est pas EVM. Pour vous la faire très court, vous avez déjà le programme en tête, mais on a 3 speakers. Donc on a comme invité la fondation Ethereum, la fondation Starknet et Kakarot ZK EVM. Et donc on va traiter de ce sujet-là. On va laisser les speakers ensuite préciser leur thème et leur sujet, mais le sujet global, c'est l'Ethereum Alignment des ZK Rollup, donc EVM ou non-EVM. Très rapidement, on va faire juste un petit talk, vraiment de quelques secondes avec Nathan. Donc on va commencer par une petite présentation de ce que c'est que Starknet France, ce qu'on fait, ce qu'on est et un peu notre vision. Ça va être très rapide. Ensuite, pareil pour Ethereum France. Et ensuite, sans plus tarder, on va enchaîner avec la premier talk de Nico de la fondation Ethereum. Donc sans plus tarder, on commence. Ok, donc très bien. Donc Starknet France, on est la plus grosse communauté de développeurs Starknet au monde. On est une communauté de plus de 1100 membres. Alors, et encore, ça grandit. Ça, c'était il y a quelques mois. On a un très gros hub, beaucoup de devs, une très belle communauté. Hein, c'est très chouette. On se réunit à peu près tous les mois pour des meet-ups réguliers et d'autres événements, des bootcamps, des workshops, ce type de choses. Et on est partout implémenté en France, donc on a des hubs partout, et donc c'est très chouette. On couvre toute la France, beaucoup de villes, on fait des meet-ups partout dans ces coins-là. Voilà, donc on a quelques exemples ici, je ne vais pas tous vous les citer. On a aussi des exemples d'événements qu'on a fait en collab avec d'autres écosystèmes. Voilà, donc on est très bien implémenté en France, on a la plus grosse communauté en France, et on fait pas mal de choses. On a d'ailleurs, alors je ne crois pas que j'ai la slide, mais pour vous faire un peu un récap des choses qui vont venir, c'est qu'on a pas mal d'events qui vont arriver. On a des bootcamps, basecamp IRL qui vont arriver là dans quelques mois. On a un meet-up au Maroc qui se prépare, un à Bordeaux, enfin bref, partout en France. Donc on a pas mal de choses qui arrivent. Voilà, si vous êtes abonné à notre page meet-up, vous serez informé. Et en principe, c'est le cas si vous êtes ici. Voilà, donc sans plus tarder, voilà, on a beaucoup de devs, on a beaucoup d'exemples de très bonnes success stories, de devs très jeunes qui font des merveilles. Voilà, donc si vous voulez nous rejoindre, on a plein de documentation, on a un Telegram, on a la page Meetup. Voilà, donc vous savez, vous avez toute la documentation ici. Si besoin, vous pouvez scanner les QR codes ou me demander après pour avoir un peu plus d'infos. Donc voilà, rejoignez-nous, c'est très chouette et on est ravis de vous accueillir. Merci à tous. Je vais passer la main à Nathan pour Ethereum France, une petite présentation avant de passer au gros morceau avec nos invités. Ouais. Eh bien, bonjour à tous. Donc je m'appelle Nathan Sexer, je suis vice-président de l'association Ethereum France. Donc on va dire un petit mot sur l'association. Je travaille également à la fondation dans l'équipe DevCon. Donc c'est la grosse conférence Ethereum qui se passe partout dans le monde depuis bientôt 10 ans maintenant. Voilà, j'ai également un podcast où j'ai interviewé Henri ici présent. Si vous voulez avoir plus d'informations sur Henri, c'est un bon moyen d'en apprendre plus. J'essaie de meubler en attendant la première slide. Mais ouais, en quelques mots, on est une association à but non lucratif. On existe depuis 2015. On a plusieurs activités. La première étant l'organisation de ces meet-ups réguliers, environ mensuels, on essaye de s'y tenir. On organise également une grosse conférence dont vous avez peut-être entendu parler qui s'appelle la ETHCC, qui se passe historiquement à Paris. Elle s'est passée en Belgique cette année. Et elle se passera à Cannes l'année prochaine. Donc on a un site internet évidemment qui s'appelle ethereumfrance.com où on publie des articles, du contenu plus ou moins régulièrement. Donc c'est vrai que ces derniers temps on était moins concentré là-dessus. ETHCC prend plus en plus d'importance dans notre activité.
Mais on aimerait bien inciter les membres à écrire des articles, donc libre à vous de devenir membre et venir écrire des articles sur le site, c'est vraiment ouvert à tous. Donc vous pouvez nous suivre sur Twitter, on a une page Meetup, peut-être que certains d'entre vous sont passés par ce biais-là pour s'enregistrer. On a un Discord où se passe l'échange de nos membres en ligne, et puis une page YouTube où on enregistre ces Meetup-là, donc le Meetup qu'on est en train d'enregistrer. On a aussi les vidéos historiquement de HCC. Maintenant, on a une autre plateforme décentralisée pour l'enregistrement de ces vidéos-là. Enfin, on a une page YouTube où vous pourrez retrouver du contenu. Vous pouvez donc nous rejoindre et devenir membre. Donc, vous avez un petit QR code là, mais sur ethereumfrance.com, vous pourrez le faire, trouver ce lien. L'idée, c'est encore une fois, c'est de pouvoir permettre à donc des membres de participer et prendre part à la vie de l'association de plusieurs manières. Donc si vous êtes membre, vous pouvez donc participer à la gouvernance de l'association. Vous avez un droit de vote dans l'Assemblée générale. Vous pouvez également, comme je l'ai mentionné, organiser vos propres meet-up dans vos villes. Donc on a fait un meet-up à Nantes la semaine dernière, il me semble. On fait des meet-up un peu partout en France, surtout à Paris, mais voilà, donc libre à vous de le faire et on vous supportera. De par la communication, mais aussi on peut vous aider à trouver des partenaires ou des speakers. On peut vous aider à faire ça dans votre ville. Et d'ailleurs, on supporte quelques initiatives, c'est partie de notre activité, de supporter quelques événements ou des organisations à but non lucratif aussi. On aime bien supporter l'écosystème. Voilà, donc contribuer à l'activité et puis même faire d'autres choses. Je voulais mentionner aussi les prochains événements qu'on organise. La semaine prochaine, on participe, on sponsorise justement, comme je le disais, on supporte des événements. Donc il y a une projection du film qui s'appelle Ethereum Story qui couvre l'histoire d'Ethereum au sens large et notamment de Vitalik. Donc des membres de la communauté ont pris l'initiative d'organiser cette projection et on les supporte. On trouve l'initiative assez chouette. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez devenir membre et venir nous demander sur le Discord des tickets, on en a quelques-unes. Et puis sinon, donc voilà, si vous n'arrivez pas assez vite, il y en aura aussi en vente. Mais en tout cas, ce sera mercredi prochain, ce sera au Grand Rex et ce sera franchement sympa. Si vous ne connaissez pas trop l'écosystème Ethereum ou même si vous le connaissez, personnellement j'ai super hâte. Le prochain meet-up un peu de ce style-là, c'est le 3 octobre à Dauphine, en partenariat avec la chaire de FinTech et donc l'Institut Louis Bachelier sur le risk-taking. Ça, c'est un assez gros meet-up qui a été repoussé quelques fois, mais dont on a assez hâte, avec de Big Whale qui va modérer, des gens comme Thomas de Kiln, Romain de Ledger et Damien Gaïa de Byzantine et Blockwall. Donc ça va être un meet-up très sympa. On a déjà fait une première édition sur le risk-taking un peu plus tôt dans l'année. Donc c'est un peu la deuxième version. Et enfin, on va également faire partie de la DevCon. On aura un stand à la DevCon. Moi-même, faisant partie de l'équipe, j'y serai plutôt dans l'organisation. Mais on aura aussi on invite nos membres à venir contribuer pour Ethereum France à la DevCon. Donc si vous comptez y être ou si vous souhaitez contribuer à la DevCon, on a alors peu, mais quelques tickets pour ceux qui voudraient par exemple écrire des articles, un bout d'article pour Ethereum France, on peut vous fournir le ticket pour le faire. Et ensuite, si vous voulez juste participer et pas du tout nous aider, on a aussi des discounts. Donc voilà, je vous invite à venir nous poser la question sur le Discord et on pourra en discuter. Et puis enfin, on va laisser place aux vrais speakers avec la première présentation de Nicolas Consigny de la Fondation Ethereum. Suivi de Henri et de Clément que je laisserai se présenter. Mais du coup, Nicolas, si tu veux nous rejoindre. Et encore une fois, le thème, c'est l'alignement Ethereum des ZK Rollup. Donc j'ai essayé de faire une traduction française, l'Ethereum Alignment. Mais voilà, donc je vais laisser je vais les laisser parler du thème. Merci beaucoup. Donc je suis Nicolas de la Fondation Ethereum. Je suis dans l'équipe de la coordination de l'écosystème. Donc ce que ça veut dire, c'est que j'essaie de coordonner les différents acteurs d'Ethereum, que ce soit au niveau du protocole, les core devs, ou au niveau de l'écosystème, les applications, et parfois au niveau des rollups, du coup, des L2 qui sont, on va dire, type spécifique.
sur Ethereum. Donc, il y a cette grande question, qu'est-ce que c'est que l'alignement Ethereum? Il y a un article qui est un classique là-dessus, qui est peut-être même, je pense, l'article de référence, et il se trouve qu'il a été écrit par Abdel de Starkware. Donc, c'est le bon moment pour redégainer cet article. Donc, on va parler rapidement de ce que c'est qu'Ethereum, qu'est-ce que c'est que la mission d'Ethereum. Donc, Ethereum, c'est souvent associé à la fondation Ethereum. On fait plein de choses de la fondation Ethereum pour Ethereum, mais la fondation Ethereum n'est pas Ethereum. Ethereum est un réseau qui a ses caractéristiques à lui, qui vit tout seul, qui a ses validateurs, qui décident de ce qui se passe sur Ethereum. Ensuite, il y a tout un ensemble d'acteurs, dont la fondation Ethereum, dont les rollups, dont les applications, dont les validateurs, dont vous, en venant à des meet-ups, qui créent un ensemble, et cet ensemble, c'est l'écosystème Ethereum, et c'est lui, en fait, qui porte les valeurs et les actions d'Ethereum. Donc c'est très philosophique, si on veut, mais Ethereum, c'est plus qu'un ensemble de stacks techniques, c'est aussi un groupe de personnes qui a des idées très divergentes. Donc en fait, qu'est-ce que ça veut dire d'être aligné avec ce groupe de personnes? On peut l'interpréter de plein de manières différentes. Dans Ethereum, il y a des gens qui sont très pro-risk-taking, on peut même dire au sein de la fondation Ethereum, même dans les chercheurs de la fondation Ethereum, il y en a qui sont très pro-risk-taking, il y en a d'autres qui sont pas du tout pour le risk-taking. Donc qu'est-ce que ça veut dire qu'être aligné avec ces gens-là? C'est assez compliqué de définir, c'est vraiment un grand scope. Donc un des premiers trucs que je voudrais dire, c'est, je pense que ce même relate très bien cette situation. C'est dans le fond, il y a beaucoup de gens qui sentent cette obligation de dire je suis Ethereum aligned. Bon, dans le fond, moi-même, tous les jours, je me pose un peu cette question et je sais pas trop ce que ça veut dire. Donc c'est pas non plus personne ne distribue des stickers Ethereum aligned qui changent vos projets. Mais pour autant, il y a des valeurs et il y a des choses qui sont assez intéressantes derrière ce concept d'alignement. Donc dans l'article d'Abdel, il y a 3 points. C'est l'alignement économique, l'alignement technique et l'alignement culturel. Donc l'alignement économique, on pourrait le voir sous l'aspect d'être aligné avec les intérêts économiques d'Ethereum. Donc c'est apporter de la valeur, que vos actions apportent de la valeur économique à Ethereum. Donc là, on pourrait le voir comme être aligné avec les holders, être aligné avec le prix de l'Ether, être aligné avec les gens qui ont un investissement économique dedans. Donc ça peut passer par différentes choses. Il y a amener du volume pour les roll-ups. Je pense que c'est le plus évident, c'est amener du volume de l'exécution qui au final revient sur Ethereum d'une manière ou d'une autre. Quand on dit revient sur Ethereum, c'est simplement le fait que ça settle sur Ethereum. Déjà ça apporte le volume n'est pas directement là sur le L1, mais ça apporte du coup des extensions du réseau qui font de l'activité et du volume. Donc c'est très bien en fait pour Ethereum. C'est probablement le moyen le plus utilisé d'être aligné économiquement avec Ethereum pour les rollups. Après, tu as l'alignement technique. Donc là, ça va être participer à la recherche sur Ethereum, participer aux différents calls d'Ethereum et faire apporter quelque chose par ses actions à Ethereum. Être un contributeur, un dev qui poste sur n'importe quel en fait des repos d'Ethereum, il est d'une certaine manière Ethereum aligned. Alors ensuite, qu'est-ce que ça veut dire au niveau d'un rollup? Comme Starknet, c'est beaucoup plus distant parce qu'en fait le contributeur Starknet, il va pas contribuer directement à Ethereum. Starknet est en plus, on peut le dire, probablement le rollup qui est techniquement le
plus éloigné, ou un des plus exotiques, en tout cas, parce qu'il n'est pas EVM. Et du coup, parfois c'est assez compliqué de voir l'alignement entre qu'est-ce que j'apporte à Ethereum quand je suis en train de contribuer, je ne sais pas, un des nouveaux prouveurs de Starknet. Long terme, on peut se dire que court terme, ça ne va pas directement être aligné, mais long terme, ce prouveur va probablement apporter énormément de transactions qui finiront par être settled sur Ethereum. Et donc, d'une manière indirecte, pour moi en tout cas, quand on participe à la recherche sur n'importe quel rollup qui settle sur Ethereum, on participe d'une manière indirecte à la recherche d'Ethereum. Ouais. Ensuite, il y a la recherche vraiment du mainnet, donc qui va être, c'est l'ensemble des EIP, si vous voulez. Ça, c'est une contribution qui est encore plus directe et qui va avoir un impact plus fort et plus clair sur le mainnet. Et ça, donc, il y a différents moyens de le faire. Soit on peut juste directement créer une EIP en tant que rollup et dire, voilà, moi j'aimerais que tel EIP passe, je suis chercheur dans tel rollup, j'aimerais que tel EIP passe. Ou alors, on peut s'allier et simplement dire il y a tel développeur qui propose une EIP qui, nous, en tant que rollup, nous paraît bien. On n'a pas de lien direct avec cette personne, mais on s'associe à lui et on va devenir en fait des champions de l'EIP. Donc, pour le moment, on ne le voit pas trop entre rollups. C'est un truc qui serait, je pense, assez intéressant. Donc, qu'il y ait des rollups qui s'allient sur des standards et qui se poussent entre eux. Donc, je pense que ça va être une des manières d'être Ethereum aligned pour les rollups. Ça va être de s'allier ensemble et de pousser des standards ensemble. Voilà. Après, il y a tout un ensemble de philosophies. Il y a l'aspect alignement culturel. Donc Ethereum a une philosophie qui est assez rainbow, unicorne, licorne et arc-en-ciel. C'est très, très, très bisounours. C'est un peu l'univers Ethereum. Ça, pour des raisons historiques, ça s'est développé comme ça. Donc il y a ce côté un petit peu tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, qui convient pas forcément en fait à la situation des rollups actuels. Les rollups, ils sont plutôt sur un marché compétitif où ils ont des enjeux économiques, des enjeux perso humains assez forts. Et c'est un marché qui est très compétitif. Du coup, cet alignement culturel, il est un peu compliqué. C'est compliqué d'être bisounours, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, et en même temps d'être un roll-up dans un marché hyper compétitif où il y a des milliards en jeu. Et du coup, il va falloir trouver des solutions. Elles n'existent pas, elles ne sont pas très claires aujourd'hui pour arriver à aligner ces différentes communautés. Donc on a vu les périodes des différents airdrops où il y a eu énormément de mouvements entre les communautés de L2. Donc on a vu en gros de la liquidité se déplacer entre les L2 pour aller chercher les airdrops, et on a commencé à voir un petit peu des comportements du coup un peu agressifs de je vais aller manger la part de mon collègue en proposant plus d'incentives, plus de yield sur les applications de DeFi pour essayer de gratter la TVL2. Donc tout ça, on pourrait dire que, bon, ça fait partie du jeu, mais d'un point de vue, moi en tout cas, c'est mon opinion, d'un point de vue culturel Ethereum, c'est pas, on va dire, ce qu'il y a de plus aligné sur Ethereum. Une chose qu'on aimerait voir, c'est des jeux à somme positive qui se créent entre les rollups et avoir, peut-être, au lieu de lancer des campagnes d'incentive, de lancer des campagnes en commun, de soutenir, c'est dit quelque part ici, de fund l'éducation. Donc, par exemple, on pourrait imaginer, au lieu d'aller chercher du yield sur une application de DeFi, de reverser ses fonds à une université qui va financer des PhD
Dans le fond, à court terme, c'est sûr que vous n'allez pas autant avoir de retours positifs en finançant des PhD qu'en donnant du yield à des inconnus. Mais est-ce que long terme, il y a peut-être plus de retours en finançant ces choses-là qu'en ayant des campagnes, du coup, voilà. Donc, il y a plein de questions ouvertes. Il n'y a pas vraiment d'alignement clair, de chemin d'alignement clair. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la situation actuelle, avec tous les roll-ups, est pas, dans mon opinion, la plus positive pour Ethereum. Donc une fois qu'on a dit ça, bon, c'est pas la fin du monde, hein. Je pense qu'il y a plein de choses qui peuvent être faites pour améliorer cette situation. Dans cet article, il y en a pas mal qui sont cités. Donc il y a financer des PhD, financer des grants ensemble. Moi, ce que j'aimerais beaucoup voir, c'est des ZK Rollup qui team up. Par exemple, on sait qu'il y a des gros players côté Optimistic Rollup qui ont des intérêts en commun. Il y a aussi des gros players côté ZK qui ont des intérêts en commun. Et moi, je trouve ça super que certains ZK Rollup dépassent la compétition immédiate pour essayer de faire plus de trucs ensemble. Ça pourrait être, ça pourrait être une des pistes. Comment ça pourrait être testé? Ouais, ça pourrait être. Ouais. Voilà, ça c'est un super exemple. Ça pourrait être aussi avoir des RIP, pousser des improvement proposals ensemble. C'est-à-dire qu'avoir un truc qui va être compatible, je sais pas, au hasard Scroll, Starknet, et avoir ensemble un standard que vous allez pousser et qui vont du coup bénéficier à l'ensemble des ZK. Il y a un truc dont on entend tout le temps parler en ce moment, c'est le repricing des opcodes sur Ethereum. Ça, il y a des opérations sur Ethereum qui coûtent très cher et qui sont assez spécifiques aux ZK Rollup. Et donc, tous les ZK Rollup ont un intérêt à ce que ça aille dans un sens qui leur coûte moins cher. Pourrait y avoir des alliances qui du coup, championnent ensemble des projets. Donc, on attend, moi, personnellement, j'attends de voir ce genre de choses. Voilà, dans l'ensemble, il y a énormément de roll-up qui poussent la recherche et l'innovation sur Ethereum à un autre niveau. Starknet, c'est probablement un exemple niveau cryptographie avec les Stark, où je pense que ça aurait pris des années, voire même ça serait jamais arrivé au niveau auquel ça en est aujourd'hui. Si c'était simplement l'écosystème Ethereum qui, tout seul, avec ses petits bras, avait dû faire cette recherche, ça aurait pris peut-être 50 ans, 60 ans pour faire ce qu'a fait Starknet avec les Stark. Donc il y a aussi, il y a des points négatifs, mais il y a des points aussi super positifs avec les roll-ups qui ont permis à Ethereum d'être ce que c'est aujourd'hui et d'avoir cette pluralité de roll-up. Voilà. Donc, si vous avez des questions sur l'alignement d'Ethereum, des blagues à faire, des recommandations à faire à Starknet ou autre, voilà. Et open discussion, on peut parler de tout et de rien, si vous voulez. Tu as parlé des RIP, est-ce que tu peux nous détailler un peu ce que c'est peut-être parler peut-être des grosses qui ont eu un intérêt, qui se sont démarquées des autres ou qui ont allé plus ou moins loin? Ouais, les RIP, c'est exactement la même chose que les EIP, mais du coup au niveau des roll-up. Alors, j'ai dit c'est exactement la même chose, mais c'est pas exactement la même chose, parce qu'une EIP, en fait, on peut décider en tant qu'Ethereum qu'elle est nécessaire, alors qu'une RIP, ça va vraiment être plutôt un standard, puisque en fait, les roll-ups sont souverains et du coup, ils font ce qu'ils veulent. Donc, c'est juste des standards de recherche qui sont partagés entre les roll-ups. Le truc, la différence avec les EIP, c'est que les EIP, on a ce groupe des core devs qui peut dire on accepte ça, on accepte ça. Les roll-ups, c'est plus compliqué. En fait, c'est quelqu'un propose
Il dit moi c'est mon idée, je vais l'accepter. Et ensuite bon, les autres sont libres ou pas de jouer le jeu. Pour le moment, celui qui a très bien marché, c'est 7212. C'est une courbe, c'est la courbe R1. Donc c'est une courbe de cryptographie qui est utilisée pour signer avec les Secure Enclave des téléphones et tout ce qui est passkey, WebAuthn. Et donc ça a fait, on va dire, c'est très standard et il n'y a pas trop de controverse là-dessus. Donc tous les roll-ups se sont mis d'accord pour déployer ce truc-là. Et du coup, maintenant, si quelqu'un utilise cette courbe-là, donc si quelqu'un fait une signature avec son téléphone, ça va lui coûter beaucoup moins cher que ça aurait coûté sans cette petite modification au protocole. Donc les RIP, c'est ça, c'est Rollup Improvement Proposal. EIP, c'est Ethereum Improvement Proposal. Et Starknet a même les SNIP, qui sont les Starknet Improvement Proposal. Merci. Tout à l'heure, tu as évoqué dans la partie intérêt économique que justement le volume des rollups qui settle sur Ethereum, mainnet, était quelque chose de positif pour l'intérêt économique, pour le prix de l'Ether, etc. Sauf que maintenant, c'est plus des cold data, c'est des blobs et ça coûte presque rien. Et finalement, c'est presque trop peu cher, finalement, pour les rollups. Et du coup, on voit une multitude de rollups qui... Bon, c'est très bien parce qu'il y a l'utilisation le fait qu'on utilise la sécurité d'Ethereum pour leur business, mais finalement les blobs, enfin voilà. Qu'est-ce qu'on en pense? Effectivement, le blob space est trop grand pour le moment par rapport à la demande. Du coup, on est dans cette situation où il y a un blob max et on avait imaginé que ce serait plus. Malheureusement, c'est l'état à l'instant T. Je pense que on aurait pu viser un peu plus bas, effectivement. Mais je pense que long terme, ça va être une situation qui va se lisser en fait dans quelques mois. C'est ce qu'on attend. On peut ensuite imaginer qu'on revient sur des targets plus basses où on va aller sur un blob, tout le temps un blob et pas avoir les 3 voire 6 blobs qu'on imaginait. Je pense que c'est un passage qui n'est pas idéal, mais long terme, ça reste la vision qu'on avait prévue. Du coup, ce blob space devrait se remplir naturellement dans l'année qui vient. Si c'est pas le cas, ça sera réévalué probablement par la team Rig, refera d'autres calculs et essaiera peut-être de changer la situation. C'est aussi pour ça qu'on parle de différents repricing à d'autres endroits. Effectivement, ça rapporte moins que ça rapportait il y a quelques mois. C'était l'objectif du passage au blob. La situation est... Ouais, c'est vrai qu'aujourd'hui, ça fait un peu... on se dit, bon, on a tout cet espace et on n'en fait rien, c'est un peu triste. Je pense qu'à quelques mois près, c'est quasiment en fait impossible de timer ces choses-là parfaitement. On attend un développement, une scalabilité des rollups on attend beaucoup plus de transactions sur les rollups dans les années à venir. En fait, faire ça à 6 mois près, tu vois, avoir le passage au blob au moment où les applications et les rollups sont là, pour moi, c'était super dur à timer. Donc voilà, je pense que ça va se lisser sur l'année à venir et je suis pas super inquiet du blob space pour le moment, même si effectivement ça a l'air pour le moment, le loyer n'est pas cher pour le moment sur Ethereum. Moi, j'ai juste un élément marrant à rajouter là-dessus. C'est vrai qu'aujourd'hui le prix du blob space il est tombé à 1 et puis en fait personne s'en sert. Je pense que le vrai problème du blob space, qui est le problème de la blockchain en général, c'est que on se fait un peu chier, il n'y a pas grand chose à faire en ce moment. Il n'y a pas beaucoup de nouveaux use cases et tout le monde est un peu en train de se dire faut trouver des trucs à faire, faut innover. Donc si vous voulez que le prix du blob space il augmente, venez écrire des applications cool, trouver des utilisateurs. Et de façon empirique, un élément intéressant, c'est que nous on est en train de regarder pour faire un stress test dans pas très longtemps sur le mainnet de Starknet. Et Starknet, on sait qu'on peut faire aujourd'hui entre 200 et 400 transactions par seconde, là, aujourd'hui, sur le réseau. Mais on s'est rendu compte que si on fait ça, on éclate le prix du blob. Des blobs en fait, et on a vu qu'à peu près à 85 transactions par seconde, on va commencer à impacter le prix d'Ethereum et le prix du blob sur Ethereum. Ça vous dit
ce que ça vous dit, c'est-à-dire pas grand-chose, mais juste ayez en tête qu'en gros, à peu près, si juste nous, on fait 85 transactions par seconde, ce qui est moins que 10 fois ce que fait Ethereum, on commence déjà à avoir le prix des blobs qui augmente. Donc ça veut dire que si les roll-ups, tous ensemble, font 10 fois le volume de transactions d'Ethereum, a priori, enfin en multipliant en tout cas la demande là par 10, a priori, ça va commencer à impacter le blob price. Faut espérer que ce soit dans pas trop longtemps. Juste, si on peut réexpliquer pourquoi c'est un problème que ce soit pas cher le blob price. À la fin, ça fait des transactions pas chères, donc c'est plutôt positif. C'est pas un problème. On peut se dire que d'un point de vue, c'est plus que c'était mal targeté dans le blob space. Il y a cette target de 3 à 6 blobs. Et là, on se retrouve avec un blob tout le temps. Donc effectivement, on peut se dire que c'était mal targeté. Après, est-ce que c'est un problème ? Pas vraiment. Je pense que Kakarot doit être content de cette situation. Moi aussi, je pense pas que je pense pas que ce soit un gros problème. Ça serait juste dommage que ça existe et que ça reste aussi bas, quoi. C'est ça. Plus. Ouais, si on reste à un blob pendant 5-10 ans, ouais, je me poserai des questions. D'autres questions ? Des questions, non ? Ok, alors on peut peut-être faire la transition avec Henri. Merci Nico. Cool. Écoutez, merci d'être là. Merci Nathan et Ellie d'avoir organisé le meet-up. C'est pas facile d'organiser ce genre de truc et de faire vivre la communauté au travers des mois, au travers des bull runs, au travers des bear markets. Donc vraiment merci aux gens qui s'organisent et qui s'impliquent dans Ethereum France et dans Starknet France. C'est grâce à vous que l'écosystème il en est là où il en est. Donc merci pour ce que vous faites. Et je suis content si notre présence est plaisante. Moi, je suis très content de voir autant de gens dans cette salle. Merci de nous donner votre temps de cerveau disponible. C'est cool de parler de ces sujets-là intéressants et d'avoir du monde avec nous. Et du coup, moi, aujourd'hui, je vais vous parler de la scalabilité d'Ethereum et comment est-ce qu'on peut scaler Ethereum sans l'EVM, sans la machine virtuelle Ethereum. Je vais parler du coup un peu aussi d'Ethereum Alignment parce qu'en fait, quand on parle de scaler Ethereum, on parle de faire en sorte qu'il y ait plus de gens. Enfin, moi, en tout cas, ma définition, c'est de faire en sorte qu'il y ait plus de gens qui puissent bénéficier des bienfaits d'Ethereum. Et tant qu'on travaille tous dans cette direction-là, on est tous alignés avec Ethereum et on est tous copains. Alors, ma présentation, elle va être en 3 grandes parties. La première, je vais vous faire un petit récapitulatif de qu'est-ce que c'est l'EVM, qu'est-ce que c'est les non-EVM et comment on en est arrivé là. Ok. Deuxièmement, je vais vous parler de proving, le fait de faire des preuves et des validity rollups, ce qui fait tourner les Zk rollups aujourd'hui. Et enfin, je vais vous parler de pourquoi ces deux trucs-là s'imbriquent et pourquoi c'est bien. Avant de commencer, qui sait ce que c'est une Zk proof, une preuve de validité ? Ah, quelques personnes, c'est cool. Qui est développeur dans la salle ? Ah, quelques-uns, c'est cool. Qui n'est pas développeur ? Ah, c'est cool aussi. Très bien. Bon, j'espère que ce sera compréhensible et que vous apprendrez quelque chose. Je vais mettre mon téléphone pour être sûr de ne pas trop vous tenir la jambe. Allez, on est parti sur l'histoire des blockchains. Alors, au début, il y avait qui ? Il y avait Bitcoin. Bitcoin, c'est la toute première blockchain qui est arrivée en 2008 et c'était un truc révolutionnaire. Pour la première fois, on avait un système décentralisé qui permettait de garder une trace du temps, de transférer de la valeur sans passer par un acteur centralisé. On a eu la toute première blockchain. C'était une révolution et c'est resté une révolution pendant très longtemps. Et à partir de Bitcoin, il y a un tas de chaînes qui ont émergé, qui ont essayé de copier ce qu'on fait Bitcoin, tout en essayant de modifier 2-3 paramètres. Mais grosso modo, ils allaient tous dans la même direction. On pouvait échanger de la valeur. C'était pas super scalable. On pouvait pas faire beaucoup de transactions. Et surtout, c'était pas très flexible. C'est-à-dire qu'on pouvait transférer de la valeur, mais on pouvait pas programmer beaucoup de choses par-dessus. Ok ? Ça, c'est la première itération des blockchains. Puis ensuite, en 2015, Ethereum est arrivé sur le devant de la scène. Et Ethereum, ça n'a pas été une amélioration incrémentale de ce que faisaient les blockchains. Ça a été vraiment un Dirac, une fonction palier, en fait. C'est-à-dire que d'un coup, on est arrivé avec
un ensemble de nouvelles capacités qui permettaient de faire des choses complètement différentes de ce qu'on pouvait faire avant. Ethereum, pour la première fois, a introduit la notion de smart contract telle qu'on la connaît aujourd'hui et a introduit la notion de persistance d'état pour des programmes qui vivaient sur la blockchain. Pour la première fois, vous pouviez réellement pas juste faire un transfert à un instant T d'une entité qui détient une information off-chain vers une autre entité qui détient une information off-chain, mais vous pouviez avoir un programme qui vivait sur la chaîne et avec plusieurs interlocuteurs qui interagissaient avec. Pour la première fois, on a donné une voix à la machine. Et ça, c'est pareil. Ça a été utilisé pendant pas mal d'années. Il y a plein d'autres blockchains qui sont arrivés, qui ont toutes fait certaines variations de ce que faisait Ethereum ou non. Et puis quelques années plus tard, il y a eu une nouvelle vague d'innovation, portée notamment par Solana. Mais en fait, aujourd'hui, vous avez d'autres blockchains comme Aptos et Sui qui ont commencé à réfléchir à comment on pouvait scaler les plateformes de smart contract d'une façon différente de celle que faisait Ethereum. Alors, Ethereum, c'est super, mais Ethereum a deux, trois désavantages. L'un d'eux, c'est que Ethereum, ça passe pas très bien à l'échelle. Ethereum ne peut pas aujourd'hui faire beaucoup plus que 10 ou 15 transactions par seconde, ce qui est en fait assez peu. Et il y a eu plusieurs moments dans l'histoire d'Ethereum où il y a des gens qui ont essayé de s'en servir, beaucoup, et puis ça a été un peu pénible pour tout le monde. On peut penser aux CryptoKitties en 2017, on peut penser au DeFi Summer en 2020. Ethereum, malheureusement, ne scale pas en l'état où il est. Et du coup, il y a des blockchains des plateformes qui ont essayé de résoudre ce problème-là, qui ont essayé de faire en sorte qu'avec un réseau comme celui d'Ethereum, on puisse faire plus de transactions. Et il y a toute une branche de ces blockchains-là qui ont essayé de faire ça avec des modèles de programmation un petit peu différents d'Ethereum. Alors, sans rentrer trop dans les détails, quand on parle de Solana, par exemple, on dit « Ah ouais, mais Solana, ils sont scalables parce qu'en fait, ils ont juste enlevé la décentralisation. » C'est plus subtil que ça. Solana, effectivement, a joué avec le curseur de la décentralisation et s'est dit « On va demander plus aux nœuds du réseau. » Et du coup, on va peut-être être un peu moins décentralisé. Mais surtout, ce que Solana et Aptos et Sui font, c'est qu'ils utilisent à leur cœur, dans leur smart contract, une modélisation de l'état des smart contracts, une façon de représenter les calculs qui sont faits dans la blockchain, qui sont vachement plus parallélisables que ce qui est fait dans Ethereum. En fait, ils utilisent une représentation de l'état de la blockchain qui permet de faire, je crois que c'est sur Sui ou Aptos, on peut faire des centaines de milliers de transactions sur un laptop comme celui que vous avez dans votre sac, probablement. Évidemment, il y a plein de caveats, mais dans l'ensemble, ils ont expérimenté avec des nouveaux modèles de VM pour faire des smart contracts, et ça leur a permis d'atteindre des nouveaux niveaux de scalabilité. Et en parallèle, en 2019, il y a eu aussi je n'ai pas trouvé d'acronyme marrant sur celui-là, il y a toute une nouvelle branche d'expérimentation qui est arrivée avec les Validity Rollup. Les Validity Rollup, ce sont des chaînes qui sont un peu différentes de celles qui venaient avant, parce qu'elles utilisent une brique de scalabilité qui est une nouvelle brique cryptographique, pas si nouvelle que ça, mais qui est pour la première fois arrivée en production, qui sont les preuves de validité. À leur cœur, les preuves de validité, c'est une petite brique cryptographique qui permet à quelqu'un qui fait tourner une chaîne de générer une preuve, une valeur mathématique, qu'il a fait tourner la chaîne sans faire de bêtises, sans se tromper ou sans essayer de piquer dans la caisse. Et avec cette preuve-là, il peut la donner à quelqu'un d'autre et cette personne va vérifier cette preuve. Et cette personne va être convaincue que l'état de la chaîne à un moment, que le bloc qu'on lui donne est valide, sans avoir besoin de faire tourner un nœud de cette chaîne, avec le même niveau de sécurité. Ok ? Donc ça permet à des personnes, par exemple avec leur téléphone, d'avoir le même niveau de sécurité pour la chaîne qu'ils souhaitent utiliser, que si jamais ils faisaient tourner une grosse machine qui faisait tourner un nœud en continu. Et ça, c'était une petite révolution, notamment parce qu'en fait, ces preuves-là, cette vérification-là, on pouvait l'inclure dans un smart contract sur une plateforme existante, notamment Ethereum. Et donc, il y a eu toute une série d'expérimentations sur les Validity Rollup sur Ethereum, et aujourd'hui, il y en a plein que vous connaissez. Il y a Scroll, il y a Polygon zkVM, il y a zkSync, il y a Starknet, et il y a plein de personnes qui essayent de faire ça, c'est-à-dire qui opèrent des chaînes qui ne sont pas Ethereum et qui régulièrement vont envoyer des preuves de leur validité sur Ethereum. Ok ? Ça a du sens jusqu'ici ? Maintenant, je vais vous parler un peu du fait de prouver. Pourquoi, quel est le challenge, un des challenges principaux quand on souhaite prouver quelque chose et
faire tourner une chaîne et prouver son exécution, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça implique? Alors, en 2 mots, qu'est-ce que ça veut dire prouver? Alors, c'est ce que j'ai expliqué, je vais pas forcément le répéter, enfin, si, allez. C'est le fait de prouver l'exécution d'une chaîne. Ça va permettre à une personne de faire tourner un nœud d'une chaîne, générer une preuve, une valeur mathématique, un chiffre, hein, qui va permettre à une deuxième personne d'avoir une garantie sur l'exécution de sa chaîne, d'utiliser l'output de cette chaîne sans avoir besoin de faire tourner le nœud elle-même. Okay, et donc du coup, comparé à un réseau comme Ethereum, pourquoi est-ce que c'est sécurisé? Parce que vous faites tourner un nœud, je fais tourner un nœud, et on est tous les deux d'accord sur le résultat qu'il y a à la fin. Là, et donc du coup, dans ce paradigme-là, on a tous les deux besoin d'avoir une machine qui fait tourner Ethereum. Dans le paradigme où c'est prouvable, il y en a un qui fait tourner une machine et l'autre qui n'a pas besoin de le faire. C'est super cool. Ça fait économiser du travail à tout le monde, ça fait économiser de l'électricité, ça permet de vérifier des trucs sur des mobiles, tout le monde est content. Et à leur cœur, en fait, comment est-ce que ça fonctionne, ces preuves? Comment est-ce qu'on peut prouver du calcul? Alors en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que les preuves de validité, sans trop rentrer dans les détails, à leur cœur, elles vont représenter les calculs qu'elles font sur des polynômes. Alors je sais que c'est pas très concret de dire ça veut dire quoi projeter des calculs sur un polynôme? Si jamais qui sait à peu près comment ça fonctionne un ordinateur et un CPU avec des transistors à l'intérieur? À peu près. Ok. Eh ben, vous êtes d'accord que votre ordinateur aujourd'hui est capable de prendre un programme un peu compliqué et à le réduire à un ensemble d'opérations qui sont en fait des additions et des soustractions dans des transistors. C'est un processus un peu magique, mais en fait on projette du calcul sur des opérations de transistors. Et ben pour pouvoir prouver quelque chose, on va faire la même chose, on va prendre du calcul et on va le projeter sur un polynôme. Ok? Et dans votre ordinateur, il y a des opérations de base, des plus, des moins, des opérations d'exand, des NAND, des NOR, dans un transistor, qui ont un certain coût. Il y en a qui sont un peu chers, il y en a qui sont un peu moins chers, parce qu'on utilise un modèle mathématique spécifique. Et ben, quand vous voulez prouver quelque chose et que vous projetez du calcul sur des polynômes, vous allez avoir le même trade-off. Vous allez avoir des opérations qui sont un peu plus chères que d'autres, et d'autres qui sont un peu moins chères que d'autres. Le sujet, c'est que quand vous prenez du calcul et que vous l'envoyez sur des transistors ou sur des polynômes, les coûts de base ne sont pas les mêmes. Il y a certaines opérations qui coûtent très cher à prouver, mais qui sont très faciles à exécuter sur des transistors. Et vice-versa, il y a des opérations qui sont très chères à faire sur des transistors, mais qui sont hyper faciles à prouver. Okay? Donc en fait, gardez ça dans un coin de votre tête. Maintenant, qu'est-ce que c'est l'objectif d'une chaîne, d'une blockchain, comme Bitcoin, comme Ethereum, comme Starknet? Je voulais changer le titre, c'est pas Optimizing for Trust, c'est Optimizing for Truth, pour la vérité. Ce que veut une blockchain, c'est que tous les gens qui interagissent avec ce blockchain soient convaincus de la même vérité à un instant T. Et ils veulent faciliter l'accès à la vérité. Ok? Donc qu'est-ce que fait une blockchain comme Ethereum? Elle va faciliter le fait de faire tourner les opérations qu'elle utilise et elle va utiliser des opérations, elle va utiliser des programmes qui sont faisables par le plus grand monde, c'est-à-dire faisables avec du matériel que vous avez tous dans votre sac, c'est-à-dire elle va optimiser pour du calcul qui va vers des transistors. Un validity rollup, lui par contre, sa façon de convaincre les gens de la vérité, c'est pas en leur faisant exécuter du calcul, c'est en étant capable de prouver ce qu'il fait. Et du coup, il va optimiser pour des opérations qui sont projetables sur un polynôme. Donc, on peut prouver la même chose, mais on va le faire d'une façon un poil différente à chaque fois. Et du coup, ça fait que, la machine virtuelle Ethereum optimise pour les transistors parce qu'elle optimise pour le fait que tout le monde puisse refaire la même chose. Et ça fait que si jamais vous voulez prendre Ethereum tel qu'il est, si vous voulez prouver les opérations d'Ethereum, vous allez devoir prouver des opérations qui ne sont pas faites et qui ne sont pas optimisées pour être projetées sur des polynômes. Et ça va vous coûter assez cher en fait. Donc aujourd'hui, prouver la machine virtuelle Ethereum, c'est assez onéreux. Et c'est en tout cas plus onéreux que si jamais vous utilisiez une VM qui est optimisée pour des preuves. Ok ? Donc en fait, chaque validity rollup, quand il se crée, a un choix à faire. Soit il va utiliser une machine virtuelle
qui est facile à utiliser parce que tout le monde la connaît déjà, qui s'appelle l'EVM, mais qui va être un peu plus cher à prouver, ou beaucoup plus cher à prouver. Soit il va créer sa propre VM, qui va être plus difficile à utiliser, mais qui va être beaucoup plus scalable. C'est le choix que tous les rollups sont obligés de faire. Soit le confort des développeurs, soit la scalabilité. Ok ? Alors, la question, c'est, et vous l'aurez compris, moi je travaille à la fondation Starknet, donc je parle de Starknet, et du coup, qu'est-ce que Starknet a fait comme choix ? Starknet a choisi de faire une VM qui était optimisée pour le proving. Starknet a choisi de se dire que l'industrie de la blockchain est encore relativement jeune. Ça a été fondé par des gens qui ont la dalle, qui ont de l'ambition et qui n'ont pas peur de casser des murs avec leur tête. Et que si jamais il y a des bénéfices à obtenir du fait d'utiliser une tech plus scalable, il y a des gens qui vont le faire. C'est le pari que fait Starknet. Mais je voudrais insister sur le fait que c'est pas parce que c'est un pari qui plaît beaucoup aux technologistes en fait. Parce que on se dit ah c'est super cool, c'est le truc qui marche le mieux, c'est le plus optimisé et tout. Et c'est dans un sens c'est le bon pari d'un point de vue technologique. Mais d'un point de vue adoption, c'est pas gagné du tout. Il y a sûrement des gens qui se sont dit dans la salle, et c'est un truc qu'on dit souvent, c'est pas la meilleure tech qui gagne forcément. Et l'histoire est pleine de ces exemples-là. Donc il faut pas perdre de vue que le pari de Starknet, ça reste un pari, ça reste risqué. C'est pas parce que c'est un choix qui nous fait nous sentir malins et intelligents que c'est le bon choix. Ce qui va compter à la fin, c'est combien de personnes s'en servent, et ce qui va compter, c'est à quel point est-ce que c'est réellement adopté pour changer la vie de gens à travers le monde. Ok ? Donc maintenant, si on prend un peu de recul, comment est-ce que ça, c'est lié à Ethereum ? Pourquoi est-ce que je vous fais cette présentation pour parler de Ethereum Alignment ? Je pense que si on prend du recul, on est tous dans l'écosystème Ethereum parce qu'on utilise tous Ethereum, parce qu'on est tous convaincus d'une chose, c'est que Ethereum aujourd'hui, c'est la plus grosse plateforme de smart contract par de loin. Il n'y a personne qui vient proche. On peut en parler en termes de sécurité, on peut en parler en termes de décentralisation, on peut en parler en termes d'adoption pour les développeurs, on peut en parler en termes de pénétration de marché. Il y a des banques qui s'en servent, il y a des organisations qui s'en servent pour payer des gens partout dans le monde. Il y a des devs individuels qui peuvent s'en servir. C'est une plateforme qui aujourd'hui est largement au-dessus de toutes les autres et qui a un ethos et une valeur technique par laquelle on est tous convaincus. On est tous dans ce camp-là. Peu importe dans quel ZK Rollup, on est tous convaincus de ce truc-là parce qu'on construit nos plateformes par-dessus cette plateforme-là. Pardon ? Oui, aussi, effectivement. Et Ethereum nous le rend bien. Ethereum le rend bien au Rollup parce que Ethereum, il y a quelques années, a dit « Allez, vous savez quoi, notre roadmap, maintenant, on va arrêter d'essayer de faire un Ethereum que tout le monde va pouvoir utiliser directement parce qu'on ne sait pas, ça va être compliqué à scaler. Donc, on va optimiser notre roadmap pour qu'il y ait d'autres gens qui puissent construire des chaînes par-dessus. On va optimiser notre chaîne pour qu'il y ait de l'expérimentation au-dessus pour voir les différents designs qui marchent. Parce que choisir un design aujourd'hui, bien malin celui qui sera le design qui marchera, qui sera le mieux dans 5 ans, dans 10 ans et dans 20 ans. Donc, Ethereum a choisi d'optimiser son stack pour faire en sorte qu'il y ait toute une couche d'innovation qui arrive pour que les nouvelles chaînes qui se créent n'aient pas besoin de créer leur propre chaîne, mais qu'elles puissent venir se plugger directement sur Ethereum. Alors, qu'est-ce qu'on voit comme expérimentation aujourd'hui ? Eh bien, on voit plein de gens qui font des ZK EVM. L'avantage des ZK EVM, c'est que vous pouvez utiliser Solidity dessus. C'est plug and play, c'est facile, c'est cheaper Ethereum. Et ça permet à un tas de gens qui veulent tester des nouvelles applications, de tester à des hackathons, de lancer leurs idées de produits facilement et d'avoir du support sur un langage qui est assez adopté qui s'appelle Solidity. Les ZK EVM, c'est super pour ça. C'est très bien pour onboarder des gens et c'est très bien pour avoir des gens qui ont testé des nouveaux produits et voir ce qui se passe. Et ça, c'est aussi une des valeurs fondamentales d'Ethereum. C'est qu'il y a toujours eu de l'innovation et les gens qui innovent sur Ethereum ont eu plein d'idées, ont fait plein de choses intéressantes au fur et à mesure des années. Et c'est clairement quelque chose qu'il ne faut pas négliger. La facilité d'expérimentation, c'est un truc énorme et c'est un truc très important dans les ZK EVM. Et puis le deuxième axe qu'on peut avoir, c'est les blockchains plus comme Starknet qui, elles, vont permettre des use cases de scalabilité massif. Je parlais tout à l'heure en répondant à la question de Nicolas, mais
Aujourd'hui, on est capable de faire une quantité de transactions par seconde, on est capable d'avoir un throughput sur les VM spécifiques comme Starknet qui n'est pas encore atteignable sur les ZK VM. Et l'écart va probablement continuer de se creuser. Okay, et les deux plateformes apportent deux choses différentes, en fait. Les VM comme les VM custom comme Starknet, elles vont donner deux choses. La première, c'est que elles vont pouvoir faire des transactions moins chères, étant donné qu'elles sont optimisées pour le proving. Le proving sera forcément moins cher qu'une ZK VM. Deuxièmement, et ça c'est un truc qu'on sous-estime souvent sur les VM alternatives, c'est que la raison pour laquelle je vous ai parlé de Solana, Aptos et Sui avant, c'est que toutes ces blockchains qui innovent dans la façon de faire du calcul dans une blockchain, toutes ces innovations-là, on ne peut pas les utiliser dans le VM. Par contre, si on crée une VM à partir de rien, on peut. Un réseau comme Starknet peut utiliser les innovations qui sont faites sur Aptos, sur Sui, sur Solana, pour avoir les mêmes gains de performance, pour introduire les mêmes features et les mêmes paradigmes de programmation, pour pouvoir atteindre ces niveaux-là de scalabilité. Et ce n'est pas de la science-fiction, c'est très concret. Et troisièmement, et ça c'est... Il fallait que je mentionne le count abstraction, bien sûr, mais le fait que ces plateformes-là, les Validity Rollup, se construisent 5 ou 6 ans après Ethereum, ça fait qu'il y a beaucoup de on a beaucoup le bénéfice de voir ce qui a bien marché et ce qui a moins marché. Et par exemple, c'est Nicolas qui parlait du RIP qui a été introduit il n'y a pas très longtemps, qui introduisait la capacité de signer avec un passkey. Ça, c'est quelque chose qui existait depuis le début sur Starknet parce qu'on a le bénéfice d'avoir 5 ans d'expérience. C'est-à-dire, on a le bénéfice de voir ce qui s'est passé sur Ethereum depuis 5 ans. Vous connaissez peut-être le dicton. Si j'ai pu voir plus loin que les autres, c'est parce que j'étais debout sur les épaules d'un géant. Nous, on a cette chance-là. On a la chance de pouvoir bénéficier de l'expérience d'Ethereum pour faire plus et faire une plateforme qui essaie de scaler plus. Ça, c'est ce que nous, on apporte. Alors oui, c'est plus difficile d'expérimenter, mais les business qui se construisent sont scalables très fortement. Et là où je veux insister sur l'Ethereum Alignment, et je pense que ma conclusion ici, c'est que Ethereum n'a pas besoin de choisir, en fait. Et c'est ça le bénéfice des ZK VM, qui ne sont pas des EVM, c'est qu'Ethereum bénéficie de tout ça. Cette expérimentation-là est bénéfique. Le fait qu'il y ait plein de gens qui essayent de faire de la scalabilité différente, c'est un bénéfice pour Ethereum parce que, à un moment ou un autre, les blockchains qui se construisent par Ethereum, le jour où elles seront utilisées, c'est Ethereum qui en bénéficie. Les gens qui utilisent les rollups, ce sont des utilisateurs d'Ethereum. Et le fait d'avoir une diversité dans les expérimentations, ça permet d'avoir plein de trucs bizarres. Il fallait que je mette sur le grand écran. Ça permet d'avoir plein de trucs intéressants, plein de trucs innovants qui se passent. Et ça garantit le fait, ça donne une chance de plus à Ethereum pour scaler et devenir le futur dont on a tous envie. Et voilà, et je dis merci. Il y a des questions, du coup? Personne? Waouh, j'ai été super clair. Bon, bah c'est trop cool. Je serai à côté du buffet tout à l'heure, donc n'hésitez pas. Pardon, allez-y. Alors désolé si elle est un peu à côté de la plaque. Il n'y a pas de problème. Tout à l'heure, vous avez fait une intervention en disant que le dernier prover de Starknet avait été fait avec Polygon, ou j'ai pas compris? Ouais, alors... Et pourtant, c'est un concurrent, ils ont... Alors, c'est... Sur les ZK Rollup. Je pense qu'il faut... Si on regarde, si on zoom out, il y a deux points dans votre question. Est-ce qu'on est concurrent avec Polygon, zkSync, Scroll et tout ça? Oui, moi je dirais oui et non en fait. On est concurrent, mais on est des tout petits poissons dans un tout petit bocal. La blockchain aujourd'hui, c'est une toute petite industrie. On a eu aucun impact sur le monde aujourd'hui. Par rapport à ce qui est faisable, par rapport à là où on veut aller, on a fait un tout petit truc. Aujourd'hui, on ne peut pas se tirer dans les pattes les uns les autres et on est obligé de collaborer. Ça, donc, je pense que le terme qui est souvent utilisé, c'est coopétiteur, et je pense que c'est un peu ça en fait. C'est de la compétition amicale où oui, on est compétiteur, mais oui, on va tous dans la même direction. Et pour ce qui est du dernier prover de Starknet, il y a en ce moment un nouveau prover qui est en train d'être développé pour Starknet qui s'appelle Stu, qui est basé sur une théorie mathématique qui s'appelle les Circle Stark, les cercles Stark. Et le papier de recherche qui définit les Circle Stark a été coécrit par des chercheurs de chez Starkware et de Polygon. C'est-à-dire qu'on a deux entreprises de l'écosystème Ethereum
qui font de la recherche de base mathématique, qui se sont dit, allez, on va se mettre d'accord sur un standard, sur comment est-ce qu'on prouve, on va pousser la recherche à un niveau qui a été atteint nulle part jusqu'ici, et on va faire quelque chose ensemble. Ça répond à votre question ? Un petit truc, Arbitrum, Optimism, ils voient les Ziki Rollup comment, puisqu'on en parle comme le... Je pense qu'il faut leur poser la question. Je ne sais pas comment ils les voient. Moi, je pense que, c'est pour moi, la façon... Pour l'instant, enfin, ils prospèrent bien, ils sont leaders, mais le consensus, c'est que c'est intermédiaire par rapport aux Ziki Rollup qui vont prendre le dessus. Bah, je sais pas vous dire exactement ce qu'ils en pensent. Je pense que je peux pas parler pour eux. Moi, j'ai entendu deux lignes de pensée là-dessus. Arbitrum a fait il y a quelques années des articles défendant le mécanisme d'avoir des preuves optimistes en disant non, mais ce truc-là, ça scale et les Ziki Rollup, c'est cool, hein, mais il y aura toujours un surcoût au fait de prouver. Et en vrai, les optimistic Rollup, ça marche vachement bien et c'est mieux que le reste. Fuel a le même argument. Ils disent qu'il n'y a pas besoin de prouver et qu'en fait, avoir un consensus économique, c'est suffisant. Ça, c'est la première ligne de pensée que j'ai pu entendre. Puis la deuxième ligne de pensée que j'entends beaucoup de gens dire aussi, c'est genre, ah non, mais un jour, ils y viendront. Le jour où ce sera facile de prouver Ethereum ou le VM, ils le feront eux aussi. Je sais pas. Honnêtement, ça va être un... C'est pour ça que j'aime travailler dans cette industrie, c'est que tout ça, c'est des questions ouvertes et qu'on va le savoir au fur et à mesure des années. C'est un film qui se passe en temps réel, c'est trop bien. Alors, merci beaucoup. Alors, j'aurais une question, une remarque... Enfin, une remarque, question ouverte. Ah, il y a une question, alors je la ferai peut-être à la fin. Je la ferai après. Bonsoir. Il me semble que sur Starknet, les comptes de base sont des smart accounts qui sont basés sur l'account abstraction. Et je me posais la question, est-ce qu'il y a une attention particulière qui est portée sur l'expérience utilisateur pour arriver à driver une adoption, pour arriver à faciliter l'interaction avec le réseau? Ouais, à fond. Enfin, clairement, aujourd'hui, nous, c'est un truc sur lequel on a... En fait, du point de vue du développement de Starknet, nous, ce qu'on veut, c'est donner les outils aux gens pour repenser leur expérience utilisateur. Donc, le réseau fait en sorte de donner les primitives nécessaires pour qu'on puisse avoir des expériences utilisateurs qui soient radicalement différentes et qui soient beaucoup plus simples. Et du coup, oui, clairement, il y a un gros focus sur l'expérience utilisateur. Moi, personnellement, mon avis, c'est que je pense que les vrais produits qui vont le plus scaler, c'est ceux qui vont rendre la blockchain invisible, où on n'aura pas de notion de signer une transaction, de frais de gaz, de machin, de trucs. Et en fait, vous savez quoi, je vais essayer de faire une démo là. Je vais peut-être me planter, mais on va essayer. Il y a des gens qui vont lancer un jeu dans pas très longtemps. Si j'ai la bonne URL, Flippy Flop, c'est ça? Allez, je l'ai. Ok, donc vous voyez, ça, c'est un jeu où en fait, c'est juste pour montrer justement le genre d'expérience qu'on peut avoir avec un Ziki Rollup. Donc ça, vous voyez, c'est un truc sur lequel il y a 100 petits carrés sur 100 petits carrés. Et je vais pouvoir vous voyez, je suis dans le leaderboard. Ah putain, il m'a dépassé. Bon, je vais me connecter, je vais créer... Et en fait, là, vous voyez, je vais me connecter et je vais envoyer chaque clic que je vais faire va être une transaction sur la blockchain, ok? Donc, je clique sur Connect. Il va me faire, si jamais ça fonctionne, il va me faire créer un compte, ok? Et là, le compte que je vais créer, ça va pas être avec une site, ça va pas être avec mes MetaMask, ça va être un passkey. C'est avec mon Face ID directement. Donc là, je vais appeler ça, par exemple, démo Paris, en espérant que ce username n'est pas pris. Tac, sign up. Il me dit, est-ce que tu veux faire ça? Je vais le faire autrement, je vais le faire avec... Et il me faut ton doigt, par contre, Ellie, s'il te plaît. Tac, tac, tac. Normalement, attends, en fait, je sais pas. On va le faire... Ah, maintenant, je peux peut-être le faire avec ton profil Chrome. Voilà. Ah, tu fais pas avec Face ID? Attends. Ah. Bon. Ah. Vas-y, je te laisse le faire. Fais votre profil Chrome. Voilà. Donc là, vous voyez, il vient de mettre son doigt. Il a créé une session. Là, il crée une session. Il me refaut ton doigt, désolé. Allez, je fais créer un wallet en temps réel, vous voyez. Merci. Et là, vous voyez, en fait, ce qui vient de se passer dans le background, c'est deux choses. On va voir déjà si ça fonctionne.
Donc, en fait, là, ce qui vient de se passer, c'est deux choses. Le premier, c'est qu'il y a un compte qui vient d'être déployé sur Starknet où le signeur, c'est son ordinateur. OK ? Et à chaque fois que j'envoie une transaction, là, il est remonté. Donc, c'est cool. En plus, ça fait du bruit. Et vous voyez, là, à chaque fois que je clique, c'est une transaction. Attendez, hop, je vais me déplacer pour bien les trouver. Tac. Vous avez l'idée ? Donc en fait, là, ce qui s'est passé, c'est en 30 secondes, lui là, il ne sait pas ce que c'est la blockchain, il ne sait pas ce que c'est une seed phrase, il n'a pas de notion de gaz, il a déployé, il y a un compte qui a été déployé pour lui, il est souverain sur ce compte, il n'y a personne d'autre qui peut signer avec ça, et toutes les transactions qui sont broadcastées là, il y a quelqu'un qui paye le gaz pour lui faciliter son expérience utilisateur. En 30 secondes, il est arrivé, il a créé son compte, il a commencé à faire des transactions, il a interagi avec la blockchain. Alors, vous avez vu, c'était pas complètement facile. Hein. Il y a des petites pop-up qui sont arrivées, c'était un peu chiant. Il y a encore des trucs à solver. Mais essayez de faire ça avec MetaMask. C'est ça. Et ça, tu vois, tu as l'expérience quand il y a quelqu'un qui signe ces transactions lui-même. Mais demain, ces trucs-là, tu pourras l'avoir, ce sera intégré dans des sites Web 2 où ton site Web 2, il te demandera juste de te connecter avec ton mot de passe. Tu auras un truc, une sorte de tout effet où les gens se signeront avec leur passkey. Et les transactions et leurs actifs, ils seront transférés comme ça. Demain, t'es numéro 1 Ouais, à fond. En fait, le signeur, c'est ton trousseau, c'est son trousseau iCloud là. Donc en fait, tu peux, moi, quand je le fais, ça, je peux le faire avec mon téléphone et avec. Pardon ? Oh l'enfoiré. Pardon. Bien joué. Alors, vous voyez, vous voulez essayer, allez-y. Ouais, non, en fait, ça va vite. Hein. 1600 clics, ça va. Non mais on travaille dur, hein. On travaille dur. Non mais ceci dit, blague à part, là on est en train de faire le test, le test c'est sur testnet. Dans 2 semaines, ce sera sur le mainnet et l'objectif c'est de casser le mainnet. En fait le principe du jeu c'est assez simple. Vous êtes là, vous cliquez, ça va retourner les trucs et de l'autre côté il y a un bot qui va spammer le réseau pour les retourner. Et d'ailleurs, petit disclaimer, on va avoir une petite compète inter-communauté où on s'en C'est ça. Donc il y aura si vous vous pointez, vous pourrez participer et l'objectif c'est d'essayer. Est-ce que vous pensez que si on se met tous les humains, on peut botter le cul au robot ? Il n'y a qu'une seule façon de savoir, venez jouer. Voilà. Ouais, je suis d'accord avec toi, c'est toi là ? Bon bah voilà, t'as l'idée. Et en plus, c'est sur ton téléphone, tu vois, c'est une bonne... Enfin bref, voilà. J'espère que ça répond à ta question et je veux pas monopoliser trop le micro. Je serai là, n'hésitez pas à venir me poser des questions ou à venir discuter, je serai ravi de parler avec vous. Merci. Donc bonsoir à tous, merci de m'inviter pour prendre la parole brièvement pour vous montrer, en effet je suis très content de passer après Nicolas d'Ethereum et Henri de Starknet pour vous montrer qu'il existe bien un meilleur des mondes, que tout ce qui a été dit est vrai et qu'on travaille tous ensemble pour faire quelque chose de bien. Donc je vais vous parler de Kakarot. Kakarot, qu'est-ce que c'est ? Kakarot, c'est un projet qui a démarré dans l'écosystème Starknet et pour builder, contrairement à Starknet, ce qui a été dit par Henri, Starknet a décidé de casser les codes, on va dire, pour optimiser la scalabilité. Kakarot a décidé d'utiliser la technologie développée par Starknet pour effectivement quand même créer du logiciel compatible pour le protocole Ethereum, compatible donc avec ce qui existe par ailleurs, quoi. Donc ça, c'était des choses un peu brèves que je vais peut-être passer pour dire que voilà, donc il y a eu cette question d'ailleurs juste avant, donc je m'arrête juste pour est-ce que les roll-ups vont être optimistiques, est-ce qu'ils vont finalement tous être prouvés, quelqu'un a parlé de Optimism, Arbitrum aussi, donc moi je pense, mais visiblement je suis pas seul, et d'ailleurs l'actualité, je vais en reparler juste après, a l'air de dire que c'est vrai aussi, que les optimistic roll-ups vont tôt ou tard, et probablement plus tôt que plus tard d'ailleurs, devenir des validity roll-up, et on va voir exactement comment ça va se passer un peu plus tard, et à Kakarot, chez Kakarot, peu importe, on travaille aussi dans cette direction-là. Moi, je suis évidemment convaincu que les optimistic roll-ups, c'est pas une bonne solution sur le long terme. Ça a été bien pour démarrer avec des bonnes UX, mais qu'en fin de compte, à la fin, tout va être prouvé. Donc, très brièvement, pourquoi c'est mieux de prouver ? Donc, finalement, si la question se pose encore, je le répète en une seconde. Ça permet d'augmenter quand même la scalabilité sans avoir besoin de faire des concessions, on va dire, sur la sécurité ou de devoir placer de la confiance ici ou là. Ça permet surtout de ne pas avoir à mobiliser du capital. On oublie trop souvent que générer une preuve, c'est un coût fixe, on va dire, de hardware,
faire des optimistic rollups, ça nécessite de mobiliser du capital, de mobiliser d'autant plus de capital que la blockchain elle-même est censée sécuriser du capital. Donc, c'est aussi quelque part un loisir de riche. Et enfin, les ZK rollups, une fois que la preuve est générée et qu'elle est vérifiée, on peut tout de suite accepter le résultat. Donc, on a une finalité qui est plus rapide et qui va jusqu'à éventuellement même immédiate. Ce qu'on va voir. Tout ceci étant dit, pourquoi du coup les gens ont voulu faire des ZK-VM? Un peu, Henri en a parlé. Pourquoi ça n'a pas bien marché? Parce que c'était essentiellement de la cryptographie compliquée. Et pourquoi c'est en train d'être plus simple? Grâce à des gens comme Starknet. Je pense que Starkware, du coup, plutôt on va dire. Starkware a été la première entreprise à développer une machine virtuelle prouvable, donc une ZK-VM généraliste, en l'occurrence la Cairo VM. Ici, voilà, devant. En l'occurrence, vous auriez fait me dire, j'étais devant, quoi. En l'occurrence, la Cairo VM. Donc, en fait, je pense que, je peux me tromper, mais je pense que Starkware a été la première entreprise à développer, on va dire, une solution clé en main de logiciels prouvables dans laquelle les ingénieurs pouvaient faire du développement normal avec un langage de programmation et ensuite exécuter ce code dans un contexte prouvable. Ce nouveau paradigme, finalement, quand même, a donné des idées. Il y a d'autres entreprises qui se sont mis là-dedans et qui créent finalement ce qui s'appelle des ZK-VM, pas forcément à destination d'Ethereum d'ailleurs, mais uniquement en fait des machines virtuelles qui permettent, on va dire un peu, si elle est développée ici comme un Docker ou quoi, c'est pas forcément exact, d'exécuter un programme écrit par ailleurs dans un langage conventionnel, Rust, Go, et de générer des traces d'exécution et de pouvoir vérifier des preuves. Et donc d'avoir un logiciel prouvable. Il se trouve que ce paradigme qui consiste à découper le développement du logiciel et donc en ce qui nous concerne du client Ethereum, de la capacité de le prouver et ce qui est vraiment finalement en train de prendre le lead. On a aujourd'hui, ça fait depuis 1 an à peu près, on va dire, qu'une entreprise qui n'est pas la mienne, Risque Zero, a publié des premiers résultats sur l'utilisation du client. Donc ils utilisent tous Ret, donc c'est pour ça que j'ai mis Ret ici. Donc il y a un client d'exécution Ethereum écrit en Rust, l'utilisation de Ret, compilé vers une target, donc RISC-V. Donc vous savez peut-être quand on prend un langage de programmation type Rust par exemple, C++, on le compile vers un jeu d'instructions natif de sa machine. Alors si c'est un Mac, ça peut être Apple Silicon, si c'est un PC, ce sera une autre, etc. Bref, ce sont les fabricants des puces. Et donc une de ces jeux d'instructions s'appelle RISC-V. Et donc ils ont été les premiers à dire, on a pris Ret, on l'a compilé vers RISC-V. Nous, en fait, on avait écrit une machine virtuelle RISC-V également, donc on pouvait runner ce programme RISC-V, mais cette machine virtuelle, c'était une ZK-VM. Et donc, en fait, à la fin, on a en 2000 lignes de code, 2 personnes, 3 jours, c'est à peu près ce qu'ils écrivent quand même, construit une ZK-VM, au sens où ils ont été capables de générer des preuves et ensuite de les vérifier d'exécution conventionnelle des blocs Ethereum. Ça, c'était il y a 1 an. Après, il y a d'autres gens qui se sont mis un peu dans la boucle aussi. Je pense que ceux qui font le plus de bruit en ce moment sur les réseaux, c'est Succinct, qui ont un prouveur qui s'appelle une machine qui s'appelle SP1. Bref, en tout cas, retenez que le paradigme aujourd'hui pour prouver la stack Ethereum, c'est pas ce qui a été lancé à l'origine par les gens comme Scroll et Polygon ZK-VM, qui a été de faire des circuits cryptographiques spécifiques pour l'exécution Ethereum. C'est vraiment de prendre un client et de le faire tourner sur une machine virtuelle prouvable, de générer des traces d'exécution et ensuite, du coup, de pouvoir partager ces preuves. Après, évidemment, il y a la question aujourd'hui du coût des preuves. Combien ça coûte de faire ce travail sur les systèmes existants? Ça veut dire, on prend Ret et puis les nouvelles machines virtuelles et du temps que ça prend à générer. Dans ce paysage, Kakarot évolue similairement, mais un peu différemment, dans la mesure où nous, en fait, donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a été voir nos amis de Starkware et on a réutilisé, ou on s'appuie sur la stack qu'ils ont faite, qui est donc un prouveur aujourd'hui, je pense, qui est state of the art de loin. Une machine virtuelle qui n'a pas un jeu d'instructions conventionnel, mais qui a été fait spécialement pour être prouvé. Du coup, un langage assembly, ou un langage de programmation qui target ce jeu d'instructions, qui ensuite a réussi un prouveur. Et nous, ensuite, on a pris le langage de programmation et on a commencé quelque part à développer, comme des ingénieurs normaux, une Ethereum Virtual Machine, une EVM, sans avoir tellement à soucier de la cryptographie, À la fin, le schéma est le même, mais ça nous permet d'avoir, écoutez, en théorie, parce qu'on n'a pas encore de benchmarks finaux qui nous permettent de bien nous comparer, une machine virtuelle Ethereum qui utilise toute la stack développée finalement pour Starknet, mais en fin de compte pour faire du logiciel Ethereum et avancer dans la roadmap qui consiste à avoir
des preuves, qui consiste à ce que les clients Ethereum génèrent des preuves des blocs qu'ils sont en train de créer. Voilà. Ça, c'est quand même vraiment le schéma. C'est ce qui va se passer dans le futur. Si je pars sous couvert de la fondation Ethereum, mais je pense que Vitalik parlait encore très récemment de real-time block proving. Donc, l'idée, c'est quand même que dans un futur, et espérons-le relativement proche, les blocs producteurs soient capables de générer en même temps des preuves des blocs qu'ils sont en train de produire, et que comme ça, au lieu de broadcaster uniquement le bloc et que l'ensemble des participants du réseau aient à réexécuter le bloc pour valider que c'est correct, reçoivent le bloc, reçoivent la preuve, vérifient la preuve, et le réseau, comme ça, est content, parce que voilà, tout le monde gagne en énergie. Et aussi pour les roll-ups, évidemment, d'avoir de la finalité immédiate. Donc, en tout cas, globalement, comment marche un ZK EVM dans ce nouveau paradigme plus, on va dire, contemporain? Donc, on l'a dit à l'utilisateur qui envoie des transactions de manière classique à un client Ethereum. Donc, on a mis ici Get, Red, Besu. On a mis Kakarot, même si on n'est pas vraiment un client Ethereum aujourd'hui, mais c'est pour comprendre, c'est pas grave. Ça, c'est l'aspect tout à fait classique. Et puis, qui envoie ensuite de manière asynchrone à un prover les blocs qui sont générés. Donc, le prover il pourrait écouter, ou on peut dire que le client envoie, ça, c'est pas tellement important. Donc, bref, le client normal processe ses transactions. On est sur Base, par exemple, je sais pas quoi, toutes les 2 secondes, clac, il y a un bloc qui passe, on a une soft finality. Et ensuite, après, il y a un prover qui peut, derrière, commencer à prendre les blocs et les réexécuter et générer des preuves. Et puis, éventuellement, du coup, les poster sur Ethereum L1. Et puis, une fois que la preuve a été postée, clac, ça revient, l'utilisateur peut être sûr que c'est le cas. Souvent, il y a un délai sur ces preuves aujourd'hui. Je pense que sur Starknet, c'est toutes les 2 heures à peu près, non, qu'il y a un bloc 12 heures qu'il y a une preuve qui est postée sur L1. Ouais, bon, toutes les 6 ou 12 heures, quoi. Ce qui est donc à peu près le temps pendant lequel on fait confiance au layer 2, quoi. Donc, typiquement, si on arrive à générer des preuves plus vite, voire instantanément, le temps pendant lequel on fait confiance au layer 2, qui est donc devenu ZK EVM parce qu'on a dit que les optimistiques roll-up allaient de toute façon devenir des ZK EVM, le temps pendant lequel on doit faire confiance tend vers 0, évidemment. Donc, c'est ça qui est intéressant de la production des preuves rapides. Et pourquoi je dis que les optimistiques roll-up vont devenir de toute façon des ZK roll-up? Parce que aujourd'hui, comme j'ai dit, avec ce découpage entre le client et la machine virtuelle prouvable, si vous voulez, aujourd'hui, par exemple, vous êtes Optimism, vous avez juste ça. Et puis demain, hop, là, il y a Succint, par exemple, qui fait des expériences. Il dit, OK, vous touchez rien à votre blockchain, vous touchez rien à vos clients. Et nous, en plus, en parallèle, on écoute tout ce qui se passe au niveau des blocs et puis on génère des preuves de manière asynchrone et on peut commencer à pouvoir les poster. Très récemment, Succint a annoncé, par exemple, donc c'est pas nouveau, mais c'est pas grave, Succint a annoncé, par exemple, que globalement, ils avaient prouvé la blockchain, 1 an de blockchain Ethereum à prouver, ça coûtait $1 million aujourd'hui. On en pense qu'on veut, mais c'est pour dire que l'idée, c'est vraiment ça, c'est observer la chaîne et générer des blocs. Donc nous, Kakarot, on est tout à fait dans ce paysage-là, comme un proving back-end de chaîne Ethereum, quoi. Voilà, c'est tout à fait ce qu'on fait. On a, étant donné néanmoins qu'on a travaillé avec la stack Starkware, qui est également du coup en prod dans la blockchain Starknet, on a également un produit qui est en testnet d'ailleurs depuis juillet, qui va arriver en mainnet maintenant, qui est le fait d'avoir intégré Kakarot, le VM, dans Starknet, de manière à avoir sur la blockchain Starknet la puissance native de Starknet, mais également la compatibilité de l'EVM avec éventuellement, on peut comprendre une perte un peu en efficacité, donc un léger surcoût, on va dire, sur les transactions, mais néanmoins un client dans lequel, grosso modo, on va dire, on pourra à la fois exécuter de l'EVM et exécuter du Starknet. Donc les gens qui voudront rester au chaud pourront utiliser EVM, et puis quand ils voudront découvrir la puissance complète et tout le potentiel de Starknet, et ils pourront passer sur des applications, disons, natives. Voilà, c'est ça que je veux dire ici. Ce qui fait, comme je le disais, voilà, ce qui va faire de Starknet une blockchain, un peu comme ceux qui connaissent Arbitrum et Stylus. Sur Arbitrum, on peut faire à la fois de l'EVM et à la fois maintenant des contrats qui compilent vers du WASM. Sur Starknet, alors là, on est en testnet actuellement. On va redéployer le testnet bientôt sur Starknet. Si tout se passe bien, quelque part à la moitié du mois d'octobre. Et bientôt mainnet, on pourra faire et du Cairo et de l'EVM et du Solidity. Et donc pour les utilisateurs, et les super wallets et les wallets anciens, histoire de démarrer. Ça, c'est juste un peu pour dire que je ne suis pas tout seul. Donc je dis Kakarot, c'est vrai, je ne suis pas complètement tout seul.
Il y a un peu de traction qui se passe en ce moment sur le produit. Pour finir, du coup, voilà, il y a vraiment cette idée qu'il faut comprendre de proving back-end globalement de moteur EVM. Donc là, comme j'ai dit, nous, on arrive sur Starknet à la fin de l'année en mainnet. Après, du coup, il y a éventuellement, vous savez, toute la question de prouver des AppChains qui existent. Et ça va un peu entre le faire sur une stack qui est plus Starknet, le faire même sur des clients Optimism, par exemple. Et enfin, comme Starkware est en train de travailler aussi pour essayer de pouvoir poster des preuves sur Bitcoin, on a nous-mêmes, dans la foulée, du coup, la volonté, dès que ce sera possible, de pouvoir aussi aider des gens à faire de l'EVM sur Bitcoin. Il y a des projets d'EVM sur Bitcoin qui sont lancés déjà et qui donc seront probablement intéressés par ce type de solution. Voilà. Donc, en très bref, je vous remercie. Si vous avez des questions, je suis là et je serai encore là. Merci à tous.